Donc merci à François d'avoir accepté donc, de venir ce soir. Alors c'est vrai que dans le SMS d'invitation, j'avais dit qu'on espérait la participation de Xavier Moreau. Bon, malheureusement, on n'a jamais eu de réponse. Donc voilà, mais François donc, qui a écrit un livre et qui s'appuie beaucoup sur Xavier Moreau, donc voilà, donc son absence est quand même relative. Voilà, donc à peu près 3/4 d'heure. C'est ça. Et puis après, comme d'habitude, un échange de questions-réponses. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc merci beaucoup de m'accueillir. Merci Emmanuel. Merci à vous qui êtes là. Donc je vais me présenter en quelques mots. Donc moi je suis au départ un homme de commerce international, enfin de l'international plutôt, parce que je suis né au Congo. Mon père travaillait comme ingénieur des ponts et chaussées. J'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu au Maroc. J'ai fait toutes mes études au lycée français de Madrid. Après j'ai fait l'ESSEC, après j'ai fait ma coopération au Brésil. Et après j'ai fait 40 ans de commerce international sur une centaine de pays. Et je parle à peu près 6 langues. Donc, vraiment un homme de l'international. Et je ne connais pas l'Ukraine, mais je connaissais Rostov-sur-le-Don parce que j'étais allé faire une conférence à l'invitation de Jacques Attali, figurez-vous. Mon Dieu. Ça commence mal. Là. Ça commence mal. Je dis le pire dès le début, comme ça. Mais bon, mais en fait, je me suis intéressé à cette guerre dès le premier jour. Parce que d'abord, c'est un pays ultra corrompu, donc sur les centaines de pays, la centaine de pays, j'en ai vu quand même pas mal qui étaient très corrompus. Les systèmes sont à peu près les mêmes. Et puis je me suis dit que ça allait vraiment être quelque chose qui allait provoquer un basculement du monde. Donc j'ai voulu écrire ce livre qui s'appelle « L'Ukraine, un basculement du monde ». Il y a 2 parties. Une première partie qui concerne l'histoire, la géopolitique, les questions médiatiques, économiques, civilisationnelles, politiques. Et une deuxième partie où j'essaye d'analyser comment les choses peuvent se présenter à partir de ça, comment les choses peuvent se réorganiser, parce que je pense qu'elles sont en train de se réorganiser, et très vite. Et nous sommes à peu près en complète cécité par rapport à ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais faire 3 petites remarques liminaires pour cadrer mon sujet. La première remarque, c'est que par rapport à la société, ce que j'appelle la société médiatico-oligarchique, qui est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je vais prendre une métaphore marine. Pour ceux qui font de la voile, comme c'est mon cas, lorsque vous avez, les gens qui font de la voile savent qu'il y a 2 sortes d'écoulement du vent. Un qui s'appelle l'écoulement laminaire et l'autre qui s'appelle l'écoulement turbulent. Quand vous avez un écoulement laminaire, quand vous mettez bien vos voiles, vous avez l'air qui passe, qui fait une dépression derrière la grande voile, et en fait, le vent tire votre bateau. Il ne le pousse pas, il le tire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'écoulement laminaire. Par contre, quand vos voiles sont mal fichues, vous avez ce qu'on appelle un écoulement turbulent, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette espèce de dépression, ce qu'on appelle l'effet Venturi, qui aspire le bateau, mais vous avez, je dirais, la force du vent qui se perd en vortex, en fait, voilà. Et je pense que le système social dans lequel on est de même nature, c'est-à-dire que quand vous avez un État qui joue son rôle, une justice qui joue son rôle, une justice sociale qui est équilibrée, des frontières qui sont protégées, etc., la force vitale des personnes, qui est équivalente à la force du vent, se traduit en croissance, en développement. Par contre, lorsque vous avez un système qui ne fonctionne pas, comme c'est le cas aujourd'hui, vous avez des vortex sociaux. Et les vortex sociaux, ça porte un nom, ça s'appelle des systèmes de boucs émissaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc les systèmes qui ne fonctionnent pas, sociaux qui ne fonctionnent pas, se traduisent automatiquement en système de boucs émissaires, où vous avez des victimes et des, des bourreaux, automatiquement. Et ceux qui génèrent ce genre de vortex sociaux, ce sont en général les personnes qui sont le plus à l'aise avec les systèmes de boucs émissaires. C'est les pervers narcissiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez
beaucoup de pervers narcissiques. Et vous avez un en particulier qui est parfaitement à l'aise dans le système d'aujourd'hui que vous connaissez, dont je n'ai même pas besoin de dire le nom. Voilà. Donc, voilà comment. Alors, vous avez deux sortes de vortex, je dirais. Un qui est plutôt vrai en système de guerre et un plutôt en système de paix. Le système de guerre, il est fonction sur la peur. Donc, là, vous avez un ennemi du peuple. Donc, il faut le punir. Guerre ou guerre sociale. Hein. Et dans les systèmes de paix, ça joue sur ce que j'appelle le piège émotionnel. Donc, vous avez une victime et vous avez un bourreau. Alors, je vous donne un exemple très simple. Sonia Mabrouk interroge Nicolas Dupont-Aignan et elle lui dit « Mais enfin, c'est quand même bien les Russes qui ont envahi l'Ukraine, n'est-ce pas ?» et Nicolas Dupont-Aignan dit « Oui, mais… » Donc moi, j'envoie un message à Nicolas Dupont-Aignan en disant « Vous vous êtes fait piéger. » Parce que vous auriez dû dire à Sonia « Pardon, chère Sonia, vous ne mentionnez pas le fait que pendant les 8 ans avant, il y a eu une horrible guerre civile qui a fait entre 16 et 20 000 morts. On a tué les Russes, russophones, russophiles du Donbass. Donc si j'ai bien compris, si c'est des Russes qui meurent, on n'en parle pas. Par contre, si c'est des Ukrainiens, c'est normal qu'on en parle. Est-ce que c'est ça, ma chère Sonia? Auquel cas, elle aurait dit et voilà. Donc, simplement, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on vous enferme systématiquement dans un piège émotionnel dans lequel on vous dit, voilà, il y a un méchant, il y a des gentils, et donc le méchant est méchant parce qu'il est contre les gentils, donc il faut s'allier avec les gentils pour punir le méchant. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, et tout ce que vous verrez, un journaliste, regardez toutes les interviews des journalistes, la première question c'est, quel est votre ressenti? Non pas quelle est votre analyse. Si on m'interroge à la télé, je dirais, je m'en fous de mon ressenti, c'est pas ça qui compte, c'est mon analyse. Qu'est-ce que je conclus d'après ma réflexion et pas d'après mon sentiment. C'est ça qui compte. Mais vous êtes aujourd'hui constamment piégé dans ce système. Donc, le premier réflexe, c'est de déterminer ce piège et de ne pas vous laisser prendre un sujet. Chaque fois qu'on vous dit quel est votre ressenti, c'est pas le problème. Je suis pas là pour le ressenti. Alors ça, c'est la première remarque. Une deuxième remarque que je voudrais faire, ça concerne... attendez, je vous dise... Oui, la question de la guerre hybride. Parce que tout le monde vous dit c'est une guerre hybride, c'est une guerre hybride. Mais une guerre hybride, ça ne veut rien dire en fait. Parce que là, ce qui compte, c'est de savoir en quoi elle est hybride. Elle n'est pas... Voilà. Et en fait, c'est effectivement une guerre hybride, mais dans la mesure où c'est à la fois une guerre locale, une guerre mondiale et une guerre nucléaire. Et le plus important des trois, c'est que c'est une guerre nucléaire. Et cette guerre n'est pas nucléaire parce qu'on s'envoie des bombes sur la figure, mais parce que dans le raisonnement que tiennent les deux principaux belligérants, à savoir la Russie et les États-Unis, qui se battent par le biais de l'Ukraine, c'est la question nucléaire qui fait que la question militaire reste locale. Et c'est ça qui sauve pour l'instant, c'est la dissuasion nucléaire qui joue à plein pour que le conflit reste local et ne devienne pas un conflit européen. Pour le moment, tant que cette question est respectée. Et c'est parce que Poutine a des armes à 10 ans ou 15 ans d'avance sur le plan avec les bombes hypersoniques que les autres n'arrivent pas à attraper, que pour l'instant, il y a ce respect de la guerre locale. Mais si la guerre militaire est locale, tout le reste est mondial. Économiquement, c'est mondial, médiatiquement, c'est mondial, diplomatiquement, c'est mondial, civilisationnellement, c'est mondial. Et c'est ça qui est important aussi de voir. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième remarque. Et la troisième remarque, je dirais que ça rejoint un peu la première, je dirais que si vous voulez étudier les choses et faire une œuvre utile et faire une œuvre de chrétien, je dirais, il faut absolument éviter l'émotivité, mais il faut essayer de prendre le recul, je dirais le recul du médecin. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est malade, vous n'allez pas le confier à l'émotivité de la famille, vous allez le confier à l'œil froid, enfin pas froid, mais distancié du médecin. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut remonter à l'histoire, il faut remonter à la géopolitique, et à partir de là, vous pouvez tirer un certain nombre de conclusions et dire, voilà, ça se passe comme ci, comme ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux, etc. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, mais c'est indispensable d'avoir ce regard, parce que sinon, on se fait prendre dans le piège émotionnel, et là,
on ne peut pas s'en sortir. Alors, je reprends un peu les différents points que j'ai abordés. Le premier point, c'est la question de l'analyse historique. Et là, je me suis appuyé sur deux écrivains dans mon livre, dans la première partie. L'un, c'est Eric Branca, qui a écrit un livre en particulier que je vous recommande absolument, qui s'appelle L'ami américain. L'ami américain, voilà. Extraordinaire. Et tout à fait. Et l'autre, c'est un écrivain qui est une historienne qui s'appelle Annie Lacroix-Ries. Alors, comme elle est communiste, plus que communiste, du coup, elle n'a pas de, je dirais, elle ne fait pas de, n'a pas de complexe pour critiquer le système américain. Donc, elle a étudié beaucoup de choses et elle montre des choses qui sont tout à fait intéressantes et que je vais essayer de développer. Donc, le premier point, c'est que, en fait, la Russie et l'Ukraine, en fait, intéressent la Pologne et l'Allemagne depuis le 18e et le 19e siècle. Eric Branca, Annie Lacroix cite dans une interview avec un journaliste qui s'appelle Michel Collomb, une phrase de Bismarck de 1886 où il dit « Nous laisserons la vache autrichienne se gaver sur les packages ukrainiens et ensuite nous la mangerons. » Donc il y avait déjà ce tropisme allemand dès le 19e siècle pour aller manger l'Ukraine, parce que l'Ukraine déjà pour l'époque c'était la caverne d'Ali Baba, comme dit Annie Lacroix-Ries, avec des richesses incommensurables dans le Donbass, le charbon, l'acier, une position près de la mer d'Azov extrêmement intéressante, etc. etc. Et ensuite, le Troisième Reich, évidemment, a récupéré ce tropisme et donc a envahi la Pologne puis l'Ukraine. Et ensuite, le Troisième Reich. Et ensuite, c'est ça qui est très intéressant et que j'ai appris, c'est que les USA, après 1945, dit Annie Lacroix-Ries, ont récupéré en fait toute l'intelligentsia nazie. C'est-à-dire qu'ils ont puni les chefs, mais ils en ont rapatrié non pas des centaines ni des milliers, mais des dizaines de milliers, aux États-Unis et à Munich, qui était la région, la partie de la zone américaine, et en particulier, ce qui était logique. Alors, en particulier, ils se sont appuyés sur une personne qui était un général nazi qui s'appelle Reinhard Gehlen et qui était le chef du contre-espionnage nazi par rapport à la Russie, dont ils ont fait le chef du contre-espionnage allemand, donc occidental, par rapport à la Russie, jusqu'en 1969. Allemand, oui. C'est un nazi donc, qui est devenu le chef du contre-espionnage allié, donc allemand, sous la coupe des Américains, jusqu'en 1969. Et l'autre, ça a été ce Stéphane Bandera dont on parle, qui était donc un Ukrainien d'origine, mais qui s'est d'abord battu contre les Polonais, puisqu'il a fait assassiner le ministre de l'Intérieur polonais. Ensuite, il a été intégré à l'armée allemande et il a créé une légion. Il a fait déclarer l'indépendance, et comme on lui a dit, d'accord pour la Légion, mais pas pour l'indépendance, donc on l'a mis en prison. Ensuite, on l'a libéré parce qu'on a eu besoin de lui pour un gouvernement de coalition, il a refusé, etc. Et c'est les Allemands qui l'ont récupéré et qui se sont servis de lui jusqu'à sa mort en 1957, où il a été assassiné par les services secrets russes, mais ensuite tous les suivants, à tel point qu'Annie Lacroix-Ries dit jusqu'en 1991, ce sont les Américains qui font la pluie et le beau temps dans l'ouest ukrainien. Parce qu'il est originaire de la région de Lviv, qui est la région uniate en fait, et c'est cette région des uniates qui est en vérité le lieu de la contestation, nationaliste la plus virulente, et c'est là qu'il y a eu également, dont
sont venus les ukro-nazis qui sont ensuite à qui ensuite la révolution de 2014 a donné le pouvoir. Voilà. Donc, quand on pense que les Américains sont venus comme ça en 2014, comme un cheveu sur la soupe, c'est pas vrai du tout. En fait, les Américains ont en fait les yeux sur l'Ukraine depuis le début, depuis 1945, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est un peu pour l'analyse historique. Alors, à la suite de l'analyse historique, il faut faire une analyse géopolitique. Et dans la géopolitique, Eric Branca fait remarquer que, en fait, les Américains ont l'habitude de poursuivre deux objectifs contradictoires en même temps, en pariant sur les deux en même temps, en se disant on choisira en fin de course celui qui nous arrange le mieux. Par exemple, ils ont soutenu à la fois le FLN et l'OAS, l'OAS pour emmerder De Gaulle, et le FLN en se disant on aura les puits de pétrole si c'est l'OAS qui gagne. Donc ils ont fait ça, ils ont financé le Shah et en même temps Khomeini, puis finalement ils ont choisi Khomeini, et pendant la guerre, en fait, ils poursuivent deux objectifs. L'un des objectifs, ça consiste à écraser les nazis avec l'aide des Russes, et l'autre, c'est de retourner les nazis, de s'appuyer sur les nazis pour écraser les Russes. Ils font les deux choses en même temps. Et comment il s'appelle, Branca cite un certain nombre d'éléments, parce que ça paraît un peu bizarre qu'il fasse ça, cite un certain nombre d'éléments pour justifier sa thèse dans l'ami américain. L'un, c'est le fait que, par exemple, il conserve pendant toute la guerre des relations extrêmement bonnes, aussi bonnes que possible avec Pétain, alors qu'il met De Gaulle de côté, parce qu'en fait, De Gaulle est celui qui ne veut pas d'une alliance, d'un retournement des nazis, pas plus d'ailleurs que, semble-t-il, que Churchill. Un autre élément, c'est le fait que Roosevelt nomme dès 1942 Alan Dulles, qui va devenir l'un des chefs de la CIA, des fondateurs de la CIA, l'envoie à Berne pour pouvoir négocier avec les nazis, entre autres missions, le possible retournement des nazis dans le camp occidental, avec à la clé la tête d'Hitler. Voilà. Mais que, en fait, en réalité, dit-il, les Américains ont plus peur des Russes qu'ils n'ont peur des Allemands. Parce qu'en fait, le nazisme est une idéologie extrêmement violente, mais en même temps l'Allemagne a deux défauts rédhibitoires. L'un, c'est qu'elle n'a pas de profondeur de champ, elle n'a pas de colonie, elle n'a pas d'endroit où elle peut se reculer, se retirer, comme nous avons l'Afrique du Nord, par exemple, etc., ou notre empire colonial. Et par ailleurs, elle a un déficit énorme en ce qui concerne les matières premières, parce qu'elle n'a pas de pétrole. Donc elle a une filière qui permet de transformer le charbon en essence, mais c'est une filière extrêmement coûteuse et compliquée, qui a été financée d'ailleurs avant la guerre par des intérêts américains, entre autres choses, et ils ont pour 15 jours ou 3 semaines d'essence, donc il leur faut impérativement aller chercher de l'essence, du pétrole à l'extérieur, en Roumanie et surtout à Bakou, et donc c'est pour ça qu'ils vont renier le pacte germano-soviétique pour pouvoir attaquer la Russie à Bakou, et ils vont être arrêtés. Ils vont être arrêtés à Stalingrad et puis à Koursk. Donc il y a ce problème de l'Allemagne, alors que le régime soviétique, lui, a une profondeur de champ phénoménale, et en plus a une idéologie qui s'oppose absolument, totalement et violemment à l'idéologie libérale prônée par le système américain. Donc en fait, moi je pense qu'on a fait une erreur de jugement en pensant que la Deuxième Guerre mondiale s'arrête en 1945. En vérité, en 1945,
la guerre mondiale ne s'arrête pas parce que pour les Américains, leur deuxième ennemi n'est pas vaincu. C'est-à-dire, ils décident de rester avec les Russes pour battre les nazis parce que l'armée nazie n'existe plus après la bataille de Koursk, et puis parce que Hitler n'a pas été assassiné, puisque un des raisons du deal, c'était d'amener la tête d'Hitler sur un plateau. Donc, ils sont obligés de l'accepter, mais par contre, ils n'ont pas résolu le problème de l'Union soviétique. Donc, la véritable Deuxième Guerre mondiale, la fin de la guerre mondiale, c'est 1991, lorsque l'Union soviétique tombe. Mais à cet instant-là, le problème ne s'arrête pas, parce qu'il naît une deuxième menace qui est aussi importante que la première, pour d'autres raisons, c'est celle que la Russie donc s'allie avec les puissances de l'Ouest occidental, en particulier avec l'Allemagne, et fasse pièce à la puissance américaine. Et ça, les Américains n'en veulent à aucun prix. Donc, ils n'auront de cesse que de recréer en temps de paix, mais en fait, ce n'est pas un temps de paix, un deuxième rideau de fer. Et c'est là qu'il y a un contresens parce que, à un moment donné, on parle de détente, mais en fait, il n'y a pas de détente. Parce que pour les Russes, la détente, elle est stratégique, parce qu'évidemment, eux sont sortis du système soviétique, se disent, ben maintenant, le rideau de fer n'existe plus, donc on va se lier avec l'Occident. Et pour les Américains, le risque est là. Donc en fait, la détente est stratégique d'un côté, mais tactique de l'autre. Et pour les Américains, c'est simplement parce qu'on ne peut pas faire autrement pour le moment, mais le but, c'est bien de détruire la Russie, dans un deuxième temps. C'est ça l'objectif. Donc la Troisième Guerre mondiale, que nous disons être maintenant, en fait, elle commence en 91, sur le plan géopolitique. Elle commence en 91. Et à partir de cet instant, les Américains ont besoin de détruire la Russie, dès cet instant. Sauf qu'ils ne peuvent pas, parce que la Russie est, à l'époque, le premier pays, le pays le plus nucléaire du monde. Donc comme ils ne peuvent pas le faire, eh ben, ils vont faire la technique du bonsaï, c'est-à-dire ils vont essayer de lui couper une racine, deux racines, trois racines, et donc la tectonique des plaques que nous avons suivie avec l'intégration progressive de tous les pays, etc., plus derrière l'Ukraine, plus la Géorgie. Mais on voit que c'est un mouvement qui est absolument logique et qui démarre en 91, celui-là, et qui suit le mouvement qui est celui du tropisme américain pour l'Ukraine depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Donc, nous ne l'avons pas vu, parce que comme on est sous un protectorat américain, où on se dit, de toute façon, on est sous le parapluie, sauf que, je vous rappelle que si jamais il y a une bombe nucléaire sur Paris, je ne pense pas que les Américains iront taper sur Moscou pour protéger Paris. Hein. Ils ne le feront pas pour Vilnius, mais ils ne le feront pas pour Paris non plus. Parce que quand vous discutez avec avec des militaires, ils vous disent la bombe atomique est quelque chose de tellement impliquant qu'on ne tire jamais que pour son propre compte. Voilà. Donc nous vivons sur un parapluie, en fait, parce qu'il ne pleut pas, mais en fait, il n'y a que des trous dans le parapluie. Si un jour il y avait une guerre européenne, on s'apercevrait qu'en fait, on nous a vendu une défense qui est bidon. Il n'y a pas de parapluie nucléaire, ça n'existe pas. Nous, on l'a là. Comment ? On l'a la bombe. Nous on l'a. Français. Nous on l'a. Mais nous, on est liés par le traité de Lisbonne, où il y a un article qui dit tous les participants, les signataires du traité reconnaissent que l'OTAN est le principe de la défense des pays européens et l'instance de leur mise en œuvre. C'est dedans. C'est dans le traité. C'était dans le traité de Maastricht, c'est dans le traité de Lisbonne. Parce que même si on a la capacité de se défendre sur le plan nucléaire, sur le plan des traités, on est censé agir pour le compte avec le compte. C'est l'OTAN. On a délégué, nous aussi, notre défense à l'OTAN par la signature de ce traité. Et ça, c'est Mame et Sarkozy qui ont accepté cette clause immonde dans le traité que nous ne devrions pas signer. Nous n'aurions pas dû signer. Or, elle est dedans. J'ai été vérifié. Voilà.
Donc, ça c'est disons, le schéma général. Donc, 91. Ensuite, 2014, on sait que la révolution du Maïdan est préparée par les Américains et par les services polonais, hein, c'est parfaitement connu. Et ensuite, ce pays donc devient un pays libre, comme on dit. Exemple, la ministre des Finances, d'abord, Victoria Nuland annonce la chute du gouvernement démocratiquement élu 15 jours à l'avance dans une conversation téléphonique qu'elle fait avec l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, où elle lui dit fuck the Europeans. Elle lui dit pas seulement ça, elle dit ça sera un tel qui sera Premier ministre, ça sera un tel, etc. Donc elle construit le gouvernement. Donc c'est comme si nous on disait que le gouvernement du Togo vient de sauter, mais nous on a construit 15 jours avant le gouvernement, et non seulement on a fait ça, mais en plus elle fixe au gouvernement son axe politique qui est entraîner les Russes, pousser les Russes au conflit armé, c'est-à-dire on veut le but du gouvernement et des gouvernements qui suivront, ça sera de harceler les Russes jusqu'à ce qu'ils interviennent et qu'on pourrait les accuser d'être les méchants. Voilà, donc ça c'est fixé par Victoria Nuland et on fait nommer comme ministre des Finances pour garantir le bon usage des prêts qui vont être faits par les Américains et par les Européens, la chef du service économique de l'ambassade des États-Unis à Kiev, à qui on donne la nationalité ukrainienne le jour de son intronisation comme ministre. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand on vous parle d'un pays libre et démocratique, d'abord, on instaure la guerre civile avec les populations du Donbass, donc on interdit de vote 3 millions de votants qui sont des Ukrainiens, mais qui n'ont pas objectivement pas la possibilité de voter puisque on leur tire dessus pendant 8 ans. Donc c'est un régime colonisé. Alors en même temps, on instaure un système qui s'appelle le PPP, c'est-à-dire le partenariat pour la paix, dans le cadre du partenariat Ukraine-OTAN, dans lequel on otanise complètement le pays. Si vous avez suivi un peu la guerre, vous avez vu que 15 jours après le début de la guerre, les Russes ont tapé une base qui s'appelle la base de Yavoriv, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de la frontière polonaise. Bon. Et si vous regardez, parce qu'il y a eu un reportage d'un jeune Marseillais qui est venu se battre là, et puis les bombes sont tombées, tout a explosé, il s'est retrouvé en calfouette et il est parti se cacher dans la forêt par -20, il est resté toute la nuit comme ça, le lendemain il a cherché son pactage dans les affaires et il est rentré à Marseille, il dit j'y retournerai plus jamais. Mais quand vous regardez ça, vous apercevez que c'était la base qui servait depuis 2014 pour former des Polonais, des Baltes, des Roumains, des Bulgares, des Anglais, pourquoi est-ce que dans un pays où on a signé les accords de paix, les accords de Minsk pour la paix, pourquoi est-ce qu'on va entraîner pendant 8 ans des supplétifs étrangers? Ça ne tient pas la route. Donc ça veut bien dire que l'objectif, il n'y a pas d'objectif de paix. L'objectif, c'est de créer les conditions d'une guerre future. Et d'ailleurs, les Russes le savent tellement bien que le principal conseiller de Poutine pour la question de la mise en place du système de paiement alternatif au dollar, qui s'appelle Sergei Glaziev, qui est un Ukrainien d'ailleurs, écrit il y a 15 ans un livre qui s'appelait La Troisième Guerre mondiale aura lieu et les Américains la perdront. Donc, ça veut bien dire que dans l'esprit des Russes, la tectonique des plaques et l'organisation des choses étaient telles que la guerre mondiale, la guerre suivante, la guerre était inévitable. Tout était construit comme ça. Il n'y a que nous qui ne le voyons pas. Et tous les autres l'ont vu. Voilà. Donc ça, c'est pour brosser un peu le cadre. Alors, j'avance un peu pour vous parler des différents aspects. Ça, c'est la question historique et la question géopolitique. Je pense, moi,
que Poutine gagne la guerre dès le début du conflit par les sanctions économiques. Parce que il avait monté avec Merkel un système qui était absolument fantastique pour Merkel, où elle faisait la politique avec les États-Unis, le gaz avec les Russes et le commerce avec les Chinois. Donc en fait, elle dépendait des Russes qui lui donnaient le gaz bon marché, sauf que quand les Européens ont voulu prendre des sanctions pour interdire le SWIFT aux Russes, ils ont pensé que la Russie, ça c'était la Grèce, ils allaient se casser la figure en quelques jours, mais comme ils avaient besoin du gaz, ils ont exclu du système de sanctions les banques gazières, parce qu'ils ne voulaient quand même pas qu'il n'y ait plus de gaz. Donc Poutine a attendu un mois, je ne sais pas pourquoi il a attendu un mois d'ailleurs, et puis il a dit bon, ben maintenant vous allez me payer en roubles, et puis le rouble est remonté de 30% et s'est remis à peu près au niveau où il était, et ensuite ils ont diminué petit à petit les taux d'intérêt pour que la monnaie revienne à son niveau. Mais à ce moment-là, ça a été le premier étonnement confère le maire qui était persuadé, mais absolument persuadé, l'Ouest était persuadé que la Russie se casserait la gueule en quelques jours. C'est pour ça qu'en mars, je vous rappelle, lorsqu'il y a eu dès le début des négociations qui ont eu lieu à la frontière biélorusse, il y a eu 2 des négociateurs ukrainiens qui ont été assassinés le jour de leur arrivée à Kiev. C'est-à-dire, on a bien expliqué aux Ukrainiens qu'on était là pour faire semblant de négocier, mais pas pour négocier, puisque de toute façon, les Russes allaient se casser la figure. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et l'autre énorme surprise, ça c'est la guerre diplomatique, c'est que sur les 150 pays du monde, il y en a eu une quarantaine, une trentaine qui ont voté les sanctions, les autres non. Donc là, évidemment, ils ont condamné sur le principe, mais ils n'ont pas voté les sanctions. Ils n'ont pas suivi. Donc on s'est aperçu brutalement, l'Occident s'est aperçu brutalement que lui qui devait, coincer la Russie, en fait, se retrouvait lui-même sanctionné et coincé par ses propres sanctions. C'est-à-dire que si vous voulez faire le blocus d'un pays, que tous les pays autour de vous font le blocus contre ce pays, c'est lui qui est en blocus. Mais si vous faites le blocus, vous êtes tout seul et que tous les autres ne font pas le blocus, le bloqué c'est vous. Donc on s'est retrouvé brutalement dans une situation où non seulement la Russie s'est retrouvée sortie du blocus, mais en plus c'est nous aujourd'hui qui sommes bloqués dans les questions internationales. Et c'est ça qui a mis en route le système de dédollarisation, puisque après, comme vous savez, Mohamed Ben Salman a reçu Biden et lui a dit, écoute mon gars, nous on fait ce qu'on veut avec le pétrole, tu nous demandes d'augmenter les quotas de pétrole, mais nous on les baisse parce que ça nous arrange, on va te faire cuire un œuf. Enfin, c'est vraiment un basculement du monde total qui est aujourd'hui en train de se passer. Vous savez que le pacte du Quincy, ce qu'on appelle le pacte du Quincy, qui est le pacte qui a été négocié par Abdulaziz Ibn Saoud avec Roosevelt revenant de Yalta sur un bateau qui s'appelait le Quincy au large de la mer Rouge en face de Jeddah, ce pacte est fondateur de toute la politique américaine au Moyen-Orient depuis cette époque. Et aujourd'hui, ce pacte n'existe plus, et Mohamed Ben Salman a fait savoir qu'il était prêt à payer en yuan, et que d'autres pays, etc., etc. Et aujourd'hui, je crois que depuis février, la somme des transactions en yuan est plus importante que la somme des transactions qu'il y a actuellement en dollars. Donc on est vraiment dans un basculement, et non seulement le yuan, mais les BRICS sont en train de mettre en place un système de panier de monnaie, qui était ce qui avait été proposé à l'époque, depuis le sommet d'Astana, il y a une quinzaine d'années par Sergei Glaziev, un panier de monnaie qu'on appelle les 5 R, donc avec la roupie indienne, avec le rand sud-africain,
avec le réal brésilien, avec le rouble et avec le renminbi, qui est l'autre nom du yuan. Donc voilà. Donc c'est ça qui est en train de se mettre en place, avec évidemment des institutions parallèles à celles de Bretton Woods, avec une banque mondiale bis, avec etc. etc. Et par exemple, vous avez un exemple très précis, c'est que actuellement la Tunisie, qui a été complètement étranglée financièrement par les suites de la guerre, les suites de la révolution du jasmin, etc., qui a pris un retard, a été allé voir la Banque mondiale, qui lui ont dit, bon ben, comme d'habitude, vous privatisez tout, vous supprimez les subventions pour les produits de première nécessité, pour le pain, etc., pour la farine et tout. Et lui, il leur a dit, fume, je vais aller voir les Chinois. Autrefois, ça n'aurait pas été possible. L'Argentine a eu la pire crise de son histoire en 2000 parce qu'elle était obligée, elle était coincée, elle a suivi les obligations du FMI et de la Banque mondiale. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est totalement différente parce qu'un certain nombre de pays, et de plus en plus de pays, vont aller voir les concurrents des Américains. Alors, ça ne veut pas dire que le dollar va se casser la figure demain matin, parce qu'il y a un certain nombre de pays, même des pays pétroliers, et y compris les pays pétroliers, qui ont quand même beaucoup d'avoir en dollars et qui ne veulent pas, si pour un risque de gain possible d'un côté, être sûr de perdre qu'ils ont, mais ça veut dire qu'il y aura un système de bascule progressif qui va se faire et qui est déjà en cours. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est sur le côté diplomatique, mais en tout cas, cette réponse diplomatique de la plus grande, de 70% des pays du monde qui a dit non, nous on n'y va pas, on ne rentre pas dans le système de sanctions, ça a été une révolution totale. Parce que jusqu'à présent, on disait aux Africains, on disait, moi j'habitais au Brésil, à l'époque où j'étais au Brésil, on disait que le président du Brésil c'était l'ambassadeur des États-Unis. Voilà. Donc dans toute l'Amérique latine, c'était les États-Unis qui faisaient la pluie de beau lord. Là, Lula, il a dit, ben les gars, moi non, j'y vais pas. Vous voyez ? Donc il y a un véritable basculement qui est très important. Ça c'est l'aspect financier qu'on comprend bien, mais il y a la puissance militaire, parce que ces 70 pays sont pauvres et pas très armés. Et les États-Unis ont une capacité de feu. Oui, mais il faut qu'ils aient une raison aussi. Si vous voulez, ils ont vu la guerre d'Irak, ils ont vu l'Afghanistan, ils ont vu la Libye, ils ont vu la Serbie, ils ont vu, etc. Donc, je veux dire, on ne va pas leur raconter qu'on vient leur apporter la liberté, la justice, quoi. Bon. Nous, on fait semblant de le croire, mais eux, ils ne le croient pas depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, les masques sont tombés depuis longtemps, sauf que ceux qui ne le voient pas, c'est nous. Mais pour tous les autres pays du monde, les masques sont tombés depuis longtemps. Donc, j'essaye de avancer un petit peu, puis après je prendrai toutes les questions, hein, si vous voulez. Donc, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, ils ont raté leur coup. Je pense qu'il y a un autre domaine où on a vraiment raté notre coup, si on voulait abattre les Russes, c'est sur le plan médiatique. Parce qu'en fait, moi je ne crois absolument pas que Poutine est arrivé dans l'idée de faire sauter le régime de Zelensky. Parce que quand on veut envahir un pays qui fait 600 000 km², qui est plus grand que la France, qui en fait 550 000, on ne vient pas avec un contingent de 150 000 soldats. Quand Hitler a attaqué la Pologne, qui fait 325 000 km², il est rentré avec 1,5 million de soldats. Donc l'objectif de Poutine n'était pas de faire tomber le régime de Zelensky, parce que qu'est-ce qu'il en aurait fait ? Il aurait fallu qu'il assure la sécurité, l'administration et la suite, ou qu'il fasse nommer dans des conditions mal foutues un président fantoche, etc. Donc, je suis persuadé que ce n'était pas son objectif. Il est rentré avec 150 000 soldats, d'abord en le présentant comme une opération spéciale, d'abord pour montrer à l'Occident que ce qu'il voulait, c'était négocier des accords de Minsk III, donc au lieu de sortir la reine, les tours, etc., il a sorti un petit pion en disant « moi je veux discuter », et ça a été pris à l'envers comme une faiblesse, comme une marque de faiblesse, en disant «
S'il rentre, c'est qu'il les a pas. Et puis ensuite, parce que pour transformer une opération extérieure en une opération de protection intérieure, c'est pas facile. On n'est pas sûr que le peuple vous suive. Roosevelt a beaucoup hésité à rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale. Il est rentré parce que les Japonais ont attaqué. Et c'est ça qui a déclenché. Mais donc c'était pas gagné du tout. Et en fait, je pense que c'est nous qui lui avons donné la solution, parce que en le critiquant, comme on l'a fait, en interdisant les Russes de compétitions sportives, en débaptisant les collèges Dostoïevski, etc., on a fait comprendre, à tort ou à raison, aux Russes qu'on voulait détruire la Russie. Donc on a, au contraire, cette campagne médiatique que nous avons considérée comme extrêmement forte, parce qu'on a attaqué Poutine, le salaud, le méchant, l'ordure et tout, le boucher, etc., ça unit les Russes avec leur président, et ça a donné à Poutine les éléments pour pouvoir transformer cette guerre extérieure en une guerre intérieure. C'est-à-dire que du coup, il a plus leur débat. Vous voyez, la patrie est en danger, donc nous, on se défend contre une agression américaine. C'est pas moi qui vais prendre ce pays, c'est pas les Sudètes, c'est Cuba. Lui en était persuadé, et ses conseillers autour, puisqu'il a dit dès les premiers jours, nous ne vivrons pas avec un pistolet sur la tempe. Donc c'était pour lui une guerre stratégique et existentielle, comme le dit le stratège américain Mearsheimer, qui revient sans arrêt sur cette question. C'est une guerre existentielle, comme celle de Kennedy à Cuba, une guerre existentielle. Donc on est obligé d'aller jusqu'au bout et jusqu'au nucléaire s'il le faut, parce qu'on ne peut pas vivre autrement. Et cette guerre, qui était existentielle, n'était pas perçue comme telle par le peuple russe. Donc c'est nous qui avons, par la façon dont nous avons traité le dossier sur le plan médiatique, poussé le peuple russe dans les bras de son dirigeant. Voilà. Donc je pense que nous avons perdu la guerre médiatique parce que nous lui avons donné les éléments de la victoire. Voilà ce que je pense. Donc ensuite, il y a un certain nombre d'éléments comme ça. Je ne développe pas tout, mais je voudrais parler aussi un peu de la guerre civilisationnelle. Alors là, je suis parti des réflexions de Colosimo, parce que Colosimo, à un moment, dit nous sommes les enfants de Rome et les Russes sont les enfants de Byzance, puisque ce sont des orthodoxes et nous sommes des catholiques. Mais je pense qu'il y a eu une évolution dans l'histoire qui était très différente, parce qu'en fait, les églises orthodoxes sont, à mon avis, naturellement césaropapistes. C'est-à-dire que comme il n'y a pas une église forte et verticale, etc., mais des églises autocéphales, à ce moment-là, elles ont tendance à se coller pour se protéger avec le pouvoir politique, qui est trop content de mettre la main sur le pouvoir, comme les rois de France ont essayé de le faire avec l'Église de France pendant toute l'histoire, mais du coup, elles tendent à protéger la religion et les valeurs de la religion. Donc je dirais que la civilisation russe et plus globalement les civilisations orthodoxes sont naturellement spiritualistes et chrétiennes. Elles le restent, à cause de cette configuration spécifique du système orthodoxe. Alors que chez nous, en fait, du fait des Lumières, de tout un certain nombre de mouvements, l'Église a petit à petit perdu de sa force, tellement perdu de sa force qu'on peut dire que notre société occidentale, aujourd'hui, est devenue presque totalement, je dirais, athée, matérialiste, enfin, en grande partie, elle n'est pas spiritualiste. Et nous nous retrouvons donc dans un combat qui est un combat entre une civilisation qui a perdu, je dirais, sa nature chrétienne, qui est la civilisation occidentale, même s'il y a des Polonais qui restent des conservateurs, mais fondamentalement, ce n'est pas les Polonais
qui sont les maîtres, je dirais, de l'idéologie occidentale, on voit bien aujourd'hui qu'on est emmené par le wokisme, LGBT, etc., etc. Et ça ne passe pas en Russie, ça ne peut pas passer, parce que eux, ils sont restés sur un schéma que nous, très souvent, on a oublié, celui de la famille. Chez nous, dans notre constitution, on veut mettre en sorte qu'on peut avorter les enfants jusqu'au jour de la naissance si la mère est dans l'état de détresse, etc. Alors qu'en Russie, dans la constitution, il y a écrit que la famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Donc, on est absolument aux antipodes. Et ce qui est grave, je ne développe pas, hein, je pourrais développer, je ne développe pas, l'essentiel des pays du monde sont d'accord avec les Russes. C'est-à-dire qu'ils ont eu autrefois une grande, je dirais, moi je l'ai constaté dans beaucoup de pays, je suis allé essentiellement en Afrique, dans une grande partie en Afrique, je n'ai jamais eu en Afrique de critique en disant oui, sale blanc, colonialiste, etc. Au contraire, il y a une grande admiration pour ce que l'Europe a apporté. Mais l'Europe n'a pas apporté à ces pays-là, l'admiration ne vient pas de ce qu'ils voient de l'Europe aujourd'hui, et des LGBT, et du transhumanisme, etc., mais de l'Europe traditionnelle, c'est-à-dire de l'Europe chrétienne. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut allier l'humanisme et la performance, la famille et la modernité, etc., etc. Tous les dirigeants des années 60-70, que ce soit Bourguiba, que ce soit des gens comme ça, c'était, dans leur tête, c'était des Occidentaux, je peux dire. C'est Bourguiba qui a fait passer les lois de statut personnel et qui a coupé la tête de la grande mosquée de la Zitouna pour faire passer des lois laïques en donnant le droit à la femme de divorcer, de ne pas seulement être répudiée, de garder la maison, de garder les enfants, etc. etc. Et beaucoup de ces dirigeants ont été chercher leurs valeurs chez nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que nous sommes perdus dans un radicalisme, je dirais, anti-anthropologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, occidentaux, sommes dans une situation tellement grave que nous n'avons plus aucune notion de notre propre anthropologie. Nous ne savons plus ce que c'est qu'un homme, nous ne savons plus ce que c'est qu'une femme, nous ne savons plus ce que c'est que le début de la vie, nous ne savons plus ce que c'est que la fin de la vie, nous ne savons plus si nous sommes un animal ou si c'est l'animal qui est un homme, et maintenant nous ne savons plus, même si c'est une machine qui pense et humaine, ou si c'est nous qui sommes simplement une machine. Donc nous avons perdu tous nos repères anthropologiques, et 80% des gens du monde qui sont restés des pays avec une notion de l'anthropologie traditionnelle ne nous comprennent plus, ne nous suivent plus. Voilà, et aujourd'hui, cette guerre est extrêmement intéressante parce qu'elle est, quelque part, la fracture entre le monde, je veux dire, le legs traditionnel de la chrétienté de l'Église qui est aujourd'hui porté par les Russes, nonobstant le régime, et nous, par rapport à ce que nous véhiculons, nonobstant ce que pensent les populations d'ailleurs. Donc, il y a une guerre politique qui doit absolument être prise en ligne de compte et qui ne s'arrêtera pas, même si la guerre, proprement dite, s'arrête. Alors, comment est-ce que tout ça va finir ? D'abord, je pense qu'aujourd'hui, les Américains poursuivent deux buts, comme ils le poursuivaient à l'époque. L'un, c'est d'écraser les Russes, et d'autre, c'est d'écraser les Européens. Ils poursuivent les deux en même temps. Sauf que les Russes se défendent, les Européens ne se défendent pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont manger l'Europe. Et c'est pour ça qu'ils nous poussent. Parce qu'en même temps qu'ils poussent, ils nous poussent. Je pense que les Russes ne poursuivent pas une guerre de conquête, mais poursuivent une guerre de dévitalisation de l'Occident. Donc, ils n'ont pas besoin d'avancer, ils n'ont pas besoin de gagner. Par contre, le rapport de tir est de 10 contre 1 ou de 20 contre 1. Donc, si le rapport de tir est 10 contre 1, ça veut dire que le rapport de mort est de 10 contre 1 aussi, puisque les morts sont des morts essentiellement des tirs d'artillerie, c'est la fin. Donc, s'il y a 250 000 morts aujourd'hui ukrainiens, ça veut dire qu'il y a en gros 4 ou 5 fois plus de blessés
Donc c'est une bouche qui est absolument effroyable. Et il y a 10 fois moins de Russes, à peu près, entre 5 et 10 fois moins de Russes. Donc les Russes ont derrière 24 millions de conscrits possibles. Donc la guerre ne fait aucun doute. Ce cas, c'est que les Russes tirent avec des munitions dont ils ont pléthore, puisque c'est munitions soviétiques, ils ont toutes les usines qui fonctionnent à plein. Nous fonctionnons avec des usines qui fabriquent des produits qui sont très sophistiqués mais en petite quantité. Donc on ne peut pas gagner. Donc les Russes ne sont pas pressés, mais pour moi, il n'y aura pas, dans l'esprit si je poursuis la politique américaine, je dirais que ça n'intéresse pas du tout les Américains de signer quelque accord que ce soit, parce que s'ils signent un accord, le lendemain, il y a Scholz, il y a Macron, ils sont tous à Moscou, en disant « rouvrez-moi les marchés, rendez-moi du gaz ». Donc, il n'y aura pas d'accord. Il y aura un système de non-belligérance qui s'instaurera, comme en Corée ou comme à Chypre, mais pas d'accord, de façon à ce que, pour les Américains, ils puissent justifier le fait que l'Europe continue à être étranglée sans gaz russe, en achetant le gaz américain beaucoup plus cher, et puis entre-temps, ils achèteront l'industrie allemande, comme ils ont déjà commencé, puis ils achèteront l'industrie de guerre française, et puis quand ils auront pillé l'Europe, à ce moment-là, ils iront voir les Russes, et ils diront aux Russes, écoutez, bon, il faut bien enterrer l'âge de guerre un jour si on passait un accord. Mais ce jour-là, le risque qu'ils ont, qui consiste à ce que la Russie et l'Europe se lient contre eux, n'existera plus, non pas parce qu'ils auront détruit la Russie, mais parce qu'ils auront colonisé l'Europe. C'est-à-dire que nous étions des vassaux, nous étions des alliés, ensuite nous sommes devenus des vassaux, ensuite nous sommes devenus des esclaves, et maintenant nous sommes des proies. Voilà, c'est ça que je pense. Donc, ça, si vous voulez, donc ça, on rentre dans ça m'amène un peu à la deuxième partie et la construction. Je pense que le grand perdant de cette guerre, évidemment, c'est l'Ukraine, mais l'autre immense perdant, c'est l'Europe. Et eux, les Américains, doivent se dire, quels imbéciles ces Européens qui pensent encore que nous sommes en train de nous battre contre les Russes, alors que nous sommes en train de nous battre contre eux. C'est ça qu'ils pensent. Et je ne vois nulle part aujourd'hui sur les plateaux de gens qui disent comment est-ce qu'on va renforcer nos entreprises, comment est-ce qu'on va se protéger contre l'extension du droit américain, comment on va se protéger contre le pillage économique, comment on va se protéger. On a un énorme tsunami qui arrive au long de la plage, et nous on est sur la plage et on fait des pâtés de sable comme les enfants, en train de dire écoutez le réchauffement climatique, écoutez on va faire attention à la diversité. Moi j'entends dans mon école à HEC où je suis parti, tous les jours on parle de réchauffement climatique et de diversité. Je leur ai dit attendez, c'est pas ça le problème. Le problème c'est la fracture sociale qui est de plus en plus énorme, et deuxième c'est comment vous allez vous protéger contre les prédateurs qui vont vous sauter dessus. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voyez rien ou quoi? Voilà, c'est ça que je pense. Vous leur dites ça à HEC? Comment? Vous leur dites ça à HEC? J'essaye, mais ils ont du mal à écouter. Ils n'écoutent pas. Non, ils n'écoutent pas. Donc, pour conclure, je pense que l'un des grands gagnants, c'est la Chine, parce que la Chine est le pays qui prend, je dirais, le leadership de ce nouveau monde, qui sera soit un monde multipolaire, soit un nouveau monde bipolaire. Et je crains que ça ne soit un monde bipolaire. Je ne crois pas qu'il y ait un grand risque qu'ils attaquent Taïwan, parce que s'ils sont là en disant écoutez, nous on va remettre tout le monde d'accord, on va faire un plan de paix, on va réconcilier les Saoudiens et les... C'est pas en même temps qu'ils font ça, qu'ils vont aller se jeter sur Taïwan pour faire des dizaines de milliers de morts. J'y crois pas une seconde. Donc je pense que Taïwan, qu'ils fassent des rodomontades, oui, et les Américains font pareil, mais je pense qu'ils vont gagner, si un jour ils gagnent la guerre de Taïwan, ça sera parce qu'ils auront acheté tous les leaders et que Taïwan leur tombera dans le bec comme un fruit mûr. C'est comme ça qu'il faut qu'ils gagnent Taïwan, c'est pas par une opération militaire, j'y crois pas du tout. Mais donc eux, je pense que c'est les grands gagnants. Les Russes, je pense qu'ils ont une situation assez dangereuse, parce que je pense qu'ils gagneront la guerre, mais qu'il n'y aura pas de traité de paix. Je pense qu'aujourd'hui, ils se sont mis tactiquement entre les mains des Chinois, mais ils n'aiment pas ça.
Personne n'aimerait ça. Donc ils se sont mis avec les Chinois, mais ils invitent les Indiens, ils invitent les Saoudiens, ils invitent tout le monde à exploiter le gaz avec eux, de façon à ne pas se retrouver entre les pattes des Chinois. Et je pense, moi, certains de mes amis disent que ça n'arrivera jamais, mais que si à un moment donné les Américains leur disent, rediscutons, ils discuteront simplement parce qu'ils se diront, c'est pas parce que je suis sorti des griffes du puma qu'il faut que je me mette dans les crocs du tigre. Donc l'idéal, c'est d'avoir une position qui est celle qu'ils ont toujours cherchée, qui soit une position intermédiaire où ils parlent en même temps à l'ouest et à l'est. C'est ça qu'ils vont chercher. Donc les Russes, ils se débrouillent bien. Il faudra qu'ils gèrent une transition vers l'est qui est aujourd'hui obligatoire, mais en se disant un jour peut-être on reviendra. C'est ce que je pense. Je pense qu'un certain nombre de pays, les Saoudiens, sous la houlette de Ben Salman, ils ont vraiment compris le truc et ils vont aller chercher à l'est des financements, etc., etc. Les Africains aussi. Les Russes sont venus les voir. Les Russes ne font pas qu'envoyer Wagner en Afrique. Ils sont venus les voir en leur disant on vient de créer une très grande banque d'investissement et on va vous financer toutes vos infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, s'ils veulent des barrages, on leur dit non, c'est pas bon pour le réchauffement climatique. S'ils veulent des centrales à charbon, on leur dit non, c'est pas pour le réchauffement climatique. Par contre, les Chinois leur vendent tout ça. Donc le monde entier va vendre à l'Afrique, qui demain sera le continent le plus peuplé du monde, avec 2,5 milliards de personnes, qui est vraiment le continent de l'avenir. Il y aura tous les autres pays sauf nous. Donc voilà, donc nous on est les imbéciles. Et nous, je pense là-dedans, on est perdants, on est vraiment les grands perdants géopolitiques de cette affaire. Alors, est-ce qu'on aurait pu s'en sortir? Oui, je pense que oui. Je pense que dès le début de la guerre, un dirigeant digne de ce nom aurait dit on n'y va pas, on n'y va pas. On vous donne tous les médecins, on vous donne toutes les tentes, on vous donne tous les médicaments, on vous donne tous les pansements, on vous donne tout ce que vous voulez. On accueille tous les réfugiés de votre pays, tous. Je pense que Zemmour a fait la grosse erreur. On accueille tout le monde, mais on ne vous donnera pas une arme. On se positionne comme un pays de paix, et on cherche la paix et on veut la paix. Et le lendemain, il fallait aller à Moscou, comme Sarkozy l'a fait en disant Vladimir, on arrête. Qui aurait suivi? Les Américains, ils auraient suivi, ils ont besoin de supplétifs, c'est qui? Ils auraient envoyé les Allemands tout seuls? Ils auraient envoyé les Polonais tout seuls? S'il n'y a pas la France, personne ne sait aller. Et encore aujourd'hui, je pense qu'un dirigeant de ce nom pourrait faire un discours de Phnom Penh en disant cette guerre n'a pas de solution militaire, elle n'a qu'une solution politique. Voilà. Ce que Lula est en train de faire, ce que les Chinois sont en train de faire, ce que Erdogan est en train de faire, nous, on est au cœur de l'Europe, donc en fait on est ultra puissant par notre capacité de nuisance au sein de l'Europe, et on n'est même pas capable de dire ça. Donc la solution, elle est là pour nous. Nous, on n'a pas besoin de gaz russe, donc on va faire repartir nos centrales demain, donc si on ne les avait pas laissées en capilotade, on les a. Donc on avait la solution, et aujourd'hui encore, je pense qu'on peut faire quelque chose, mais il faut dire non possumus. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Merci. J'ai posé ma question trop tôt tout à l'heure. Parce qu'effectivement, on se dit, bon, l'affrontement va aller entre... Enfin, l'Amérique ne peut pas perdre. On sait que la Russie ne peut pas perdre. Je ne parle pas de votre... Non, mais je suis d'accord que la Russie ne peut pas perdre, ça c'est sûr. Et on se dit, c'est peut-être faux, l'Amérique non plus. Et vous nous expliquez que l'Amérique va se contenter de nous coloniser. Je pense que l'Amérique peut perdre, l'intérêt? Parce que pour l'Amérique, c'est pas existentiel. C'est-à-dire, elle a déjà perdu au Vietnam, elle a perdu la plupart des guerres. Si elle perd, c'est l'État profond qui va prendre une pelle, mais pour elle, c'est pas existentiel. Le régime américain ne saute pas parce qu'elle perd la guerre d'Ukraine. En plus, elle n'a pas engagé un soldat, donc elle dira c'est la faute de Zelensky ou c'est la faute de ci ou de la faute de ça. Certes, mais perdre, parce que c'est la dédollarisation. C'est ça. Et perdre la guerre d'Ukraine, c'est perdre la guerre contre Poutine. La guerre... Et les Russes, et les Chinois, et les etc. Attendez, je vais répondre mais une question à la fois. Je pense que la dédollarisation, de toute façon, c'est un mouvement qui est en cours, qui est accéléré par la situation. Donc, le fait qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ça ne changera pas le système de la dédollarisation.
S'ils perdent, tous les pays du tiers-monde diront, bah écoute, c'est jamais qu'une guerre de plus qu'ils perdent. Puisqu'ils ont perdu l'Afghanistan, ils ont perdu l'Irak, ils ont perdu... voilà. Donc, ils ont perdu la Syrie. Donc, bon. Mais voilà. Quel serait leur intérêt à nous gagner, nous? On représente quoi pour eux? Non, mais parce qu'ils achètent. C'est vous appauvrir. Plus on est pauvre. Ils vous nous achètent en faillite, c'est bon ça. Parce qu'ils ne veulent pas de l'alliance Europe-Russie. C'est ça. S'ils détruisent pas la Russie, voilà, c'est ma thèse. Oui, ok. Ça double leur marché quand même d'avoir l'euro, c'est sûr. Ah, bien sûr. Au dollar, il reste un peu... Ils vont acheter toute l'industrie pharmaceutique, etc., toute l'industrie automobile. Moi, je serais américain, un fonds de pension, je me dirais, ça vaut le coup. Est-ce que les États-Unis peuvent perdre quand même? Mais je pense qu'ils vont perdre. Le dollar, ça ne suffirait pas à les faire perdre, mais est-ce que, déjà politiquement, ça ne les amène pas à une pente catastrophique? J'ai pas bien entendu la fin. Est-ce que politiquement, ils sont déjà sur une pente catastrophique? Ils sont dans une pente catastrophique, je dirais, plus ils continuent, plus ils se mettent dans une pente catastrophique. Mais qu'est-ce que c'est que les États-Unis en fait? Parce qu'on dit les États-Unis, mais il n'y a pas les États-Unis. Au sein des États-Unis, il y a un débat extrêmement, qu'on sent, qui est sous-jacent et extrêmement fort, entre ceux qui disent, attends, ça suffit, on ne veut pas y aller, on ne veut pas encore s'en prendre une comme les autres. Et puis, il y a les néoconservateurs, les grandes compagnies, etc., qui se disent, plus on y va, plus on gagne du fric. Parce que j'ai une partie de mon livre sur la corruption. Et je vais faire une émission sur Radio Courtoisie avec Laurent Arthur Duplessis le 26, je crois, sur l'économie de guerre et la corruption. Mais moi, j'ai passé 40 ans à me promener dans pas mal de pays et j'ai vu beaucoup de pays en guerre, que ce soit la guerre civile au Nigeria, que ce soit la guerre civile au Congo, que ce soit la guerre civile en Angola, etc. Mais vous ne vous imaginez pas ce que représente la guerre pour les gens qui ont de l'argent. C'est le paradis absolu. Vous vous dites, mais c'est l'enfer parce que les gens meurent, mais il y a des gars qui se disent, mais c'est extraordinaire. On fait fortune en quelques années quand on a de l'argent dans des pays en guerre. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont très envie, même si le pays coule complètement, et si demain, il n'y a plus un homme parce qu'ils sont tous morts, etc., qui ont envie que ça continue, parce qu'un mois de guerre en plus, dites-vous bien que l'Ukraine, aujourd'hui, rien que l'État ukrainien, ça coûte aux pays occidentaux entre 5 et 7 milliards par mois. Par mois. Aujourd'hui, un contingent de 10 000 soldats supplétifs étrangers, c'est payé 2 000 $ par jour. Alors, ça coûte 2 000 $ pour un contingent de 10 000 soldats, ça fait quoi? 2 000 $, ça fait beaucoup de zéros. 20 millions par jour, 20 millions, ça fait 600 millions par mois. Voilà, c'est ça, ça coûte 600 millions par mois. Bon. Il y a sur Internet, il y a l'histoire d'un Anglais qui est un supplétif étranger qui va faire la guerre, qui dit on arrive dans l'est de l'Ukraine, on monte dans les camions, on nous dit qu'on ne peut pas mettre les armes et qu'on les met dans les camions d'à côté, donc on roule pendant 3 jours, on dort sur les terrains vagues avec les tentes, etc. Et quand on arrive sur place, pouf, le camion avec les armes, les 2 camions avec les armes ont disparu. Voilà. Donc, une partie, on dit que plus de 50% des armes sont détournées, une bonne partie de l'argent est détourné. Ceux qui donnent les ordres aux États-Unis et ceux qui votent les lois, ils touchent une partie de l'argent qui remonte. Ça, c'est le système non officiel. Mais le système officiel, c'est que, en fait, les partis politiques sont financés par des entreprises qui ont le droit de les financer. Certains parmi les plus grands financeurs sont les entreprises qui fabriquent des armes. Vous avez vu que le budget militaire a encore été augmenté à 750 milliards de $, ce qui est des sommes absolument gigantesques. Vous avez vu que lorsqu'ils disent qu'ils donnent de l'argent à Zelensky, en fait, c'est pour financer
se refinancer des armes qui ont été, des anciennes armes qui ont été données pour se rempoter avec des nouvelles armes. Lorsqu'on fait des commandes auprès des entreprises d'armement, les entreprises rincent le parti, et en particulier le Parti démocrate, plus la partie du Parti républicain qu'on appelle les RINO, c'est-à-dire les Republicans in name only. Donc, c'est ces types-là qui tiennent. Et évidemment, ceux qui ont l'argent en retour, parce que ça redescend sur le parti, et puis ça redescend ensuite chez ceux qui ont bien voté, qui ont les frais de campagne, qui ont tout ça, qui sont abreuvés d'argent, et les autres n'ont pas. Donc, moi, si je suis américain et que je vote bien, je vais avoir des millions de dollars qui vont venir dans ma cagnotte pour financer ma campagne. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ces gens-là, ils ont intérêt que ça continue. Ils ont intérêt que ça continue. Même si par contre, vous avez les gars du Pentagone qui disent, attendez, là, sur le plan des armes, là, ça ne tient pas. On est en train de se faire voler. Les principaux acheteurs des armes qui sont détournées, c'est qui, à votre avis? Hein? Bah, c'est les Russes. Ah oui. Bah oui, parce qu'ils les détournent du front, ils les achètent pour le centième de leur valeur. Donc c'est clair que c'est les Russes. C'est pas les chars et les Abrams et tout ça. C'est pas les Érythréens qui les achètent. Hein. À mon avis, c'est les Russes. Donc tout ça était une espèce de gigantesque pagaille de fric, de trucs horribles, où il y a les gars qui sont au bon endroit qui ramassent. Par exemple, un dernier exemple. Il y avait un article qui montrait les types qui font les passages pour aller avant la frontière. Vous voulez passer la frontière, mais vous avez un barrage. Un barrage, il y a les types qui sont armés qui vous disent, qu'est-ce que tu veux faire? Ils disent, je veux aller en Pologne. 10 000 dollars. Tu veux sortir du pays, c'est 10 000 dollars. Bon. Ils sont tenus par qui ces barrages? Par les oligarques. À qui appartient le régiment Azov? À Kolomoïski. C'est son régiment particulier. Pourquoi ils se battent comme des fous? Parce qu'ils sont payés par les oligarques. C'est ça le truc. Donc, celui qui a le monopole des ports, pour rentrer les marchandises de première nécessité, il les achète à 100 fois, en centième du prix, parce qu'il les achète avec de la monnaie officielle, qui doit être 100 fois plus cher que la monnaie réelle. Il les revend à 1000 fois le prix parce qu'il a le monopole des produits de première nécessité, le lait pour bébé, le savon, les trucs, etc., etc. Ça se passe comme ça. Donc voilà. Donc vous avez des tas de types qui se disent ya bombadania, quoi. Voilà. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez les démocrates, les républicains aux États-Unis? C'est pareil. Il semblerait, Trump qui semblerait dire que lui, cette guerre-là, elle ne perdurerait pas. C'est quoi? C'est pour... Ben, moi, je le pense, oui. Moi, je pense que si Trump avait été au pouvoir, je pense qu'il y avait des chances qu'il ne veuille pas la guerre, parce que le lobby militaro-industriel est surtout derrière les démocrates plus que derrière les républicains. Je pense que les républicains ont vraiment une façon de... Comment dire? Ils ont un argument électoral qui est extraordinaire, qui consiste à dire, bon, bah, ça suffit pour envoyer des milliards et des milliards et des milliards à l'étranger, alors que les Américains sont de plus en plus pauvres, il faut s'occuper des Américains. Donc pour lui, électoralement, le fait d'aller dire à Poutine, bah écoute, maintenant on arrête, nous on livre plus d'armes, mais toi tu arrêtes, cessez le feu, ensuite négociation, ce que voulait Poutine au début. Hein. S'il a fait l'opération, c'est parce qu'il voulait négocier un Minsk 3. Minsk, les accords de Minsk. Est-ce que vous savez que les accords de Minsk, qui étaient donc garantis par la France et par l'Allemagne, est-ce que vous savez quel est le pays qui a vendu le plus d'armes entre 2015 et 2022? Le plus d'armes à l'Ukraine, c'est la France. Donc la France qui est le garant des accords de désarmement est celui qui a le plus réarmé l'Ukraine. Voilà ce que c'est que la politique internationale. Et comment on peut croire les Américains? Parce que là, vous dites les lobbies sont derrière, soi-disant, enfin, ce que vous dites. Mais avant, ils étaient plutôt derrière les républicains, les lobbies d'armement. Ça a changé comme ça. Je pense que sa géométrie variable. Ils vont de l'un à l'autre. Je pense qu'ils ont été... c'est souvent les démocrates qui ont été les fauteurs de guerre. Hein. Trump, il était anti-guerre. C'est le seul président qui n'a pas fait de guerre c'est de tout son mandat. Oui, il est anti-guerre, Trump. Oui.
Puis je pense que c'est pas sa ligne politique. Sa ligne politique, c'est de s'occuper des Américains pauvres. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a toujours dit, c'est de relancer l'Amérique. Et c'est pas une guerre qui l'intéresse. Donc je pense qu'il y serait pas allé. Mais je pense que Biden ne dirige pas. Le problème, c'est que Biden, c'est pas Biden qui prend les décisions. Donc derrière, il y a ceux qui poussent. Et d'ailleurs, et je réponds finalement sur ce point, je pense que l'histoire vous savez, des leaks, là, qui ont été, pas des Wikileaks, mais des documents qui ont filtré il y a quelques semaines, etc. Je pense que c'est un coup de certains anti-guerre de la CIA qui ont voulu montrer que, alors qu'on montrait un unanimisme extérieur pour aider l'Ukraine, dans la réalité, à l'intérieur des cénacles, il y avait une grande bataille entre ceux qui disent stop et ceux qui disent encore. Voilà, je pense qu'il y a ça. Voilà, c'est ça que je pense. Oui. Merci pour votre présentation, que j'ai beaucoup appréciée. Vous avez beaucoup parlé effectivement des États-Unis et de la Russie. Oui. Néanmoins, du côté russe, parce que moi je suis russe et je suis effectivement, j'essaie de suivre la plupart des médias que je peux, à savoir l'anglais, le français, l'allemand et le russe. Et du côté russe, tout du moins, c'est plus un affrontement entre l'OTAN et la Russie. Oui. Donc ça inclut malheureusement la France, ça inclut beaucoup d'autres pays. Bien sûr. Première chose. Deuxième point, c'est que effectivement vous venez de parler des accords de Minsk, Minsk 1, Minsk 2, c'est-à-dire Hollande, Merkel, puis Merkel et Macron. Oui. Il y a des fuites également qui ont eu lieu. Oui. Et Hollande et Merkel, lors de conversations avec quelqu'un qui se faisait passer pour un journaliste, ont avoué que le seul objectif de ces accords était de faire durer le temps pour réarmer l'Ukraine. Je voulais démontrer, puisque la France en a profité pour vendre des millions d'armes aux Ukrainiens. Qu'est-ce qu'on leur a vendu? Qu'est-ce qu'on a à vendre? Je ne sais pas. Parce que je suis assez étonné de ça, par contre. Ben oui. Le reste, je suis assez convaincu. Troisième et dernier point, j'essaie de préciser ma question. Là, également, il y a eu l'histoire du Nord Stream 2 qui a été explosée. Et je rejoins effectivement votre thèse qu'il y a effectivement un État profond américain et qu'il y a différentes parties, que le pouvoir est multiple, polycéphale, j'oserais dire, qui n'est pas d'accord entre eux. Oui, oui, je pense. Et plus encore, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que une partie de ce pouvoir qui n'est pas d'accord avec l'autre partie du pouvoir a suffisamment de moyens pour organiser ce genre d'opération. Attendez, j'ai pas ce pas. Il a, les belligérants à l'intérieur même du pouvoir profond américain, un belligérant contre l'autre, a suffisamment de moyens à sa disposition pour décider d'une guerre ou d'une opération aussi majeure que de couper le Nord Stream et donc couper l'Allemagne du gaz russe. Là où je veux en venir, c'est que d'une part, ça m'inquiète énormément. D'une part, c'est... Ça m'inquiète beaucoup Oui. qu'il y ait un groupe de personnes qui ait à sa disposition ce genre de pouvoir et qui ne soit pas d'accord avec un autre groupe qui a potentiellement autant de pouvoir. Et j'en arrive à la question, c'est que vous avez parlé des profondeurs de champ. Oui, oui. La Russie est immense, on le sait. Quelle est la profondeur de champ des Américains? C'est la mer, c'est l'océan Atlantique, cher ami. Bien sûr. Mais ils s'en sont toujours servis. Ils ont, dans la plupart des cas, sauf au Vietnam, et un peu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont servis de l'Amérique pour être en arrière, pour financer la guerre avant, et pour la financer après, et pour faire tuer d'autres personnes à leur place. Donc ça, c'est la profondeur de champ, elle est là. Pour moi, c'est justement, c'est la base même de leur puissance économique, elle est là. Elle n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, mieux organisés que les autres. Vous savez, moi, dans ma vie professionnelle, il y a un moment donné où j'étais en Turquie. Eh bien, parce que je vendais à la Turquie. La Turquie, comment la Turquie a fait son développement, je l'ai très bien vu, est devenue une grande puissance régionale, parce qu'elle a vendu, alors que c'était un pays agricole, parce qu'elle a vendu pendant 10 ans aux deux belligérants, à l'Iran et à l'Irak, tout ce dont ils avaient besoin. Les armes, le lait, le sucre, le riz, la farine, le lait infantile, tout.
Et quand vous vendez à un pays qui est en guerre, il ne discute pas les prix. Vous lui vendez à 1000 fois le prix, il achète parce qu'il en a besoin demain matin. Donc c'est comme ça qu'on s'enrichit, quand on livre des produits à des pays en guerre. C'est comme ça que la Turquie s'est transformée et est devenue le pays qu'elle est aujourd'hui. Et je sais que j'ai vu en même temps qu'ils ont détruit complètement l'agriculture, parce que quand vous avez des grandes fortunes qui s'installent, elles ne gagnent pas de l'argent sur l'agriculture, mais sur l'industrie. Donc elles ont besoin de l'industrie, donc elles ont besoin d'un main-d'œuvre, elles ont besoin de lumpen prolétariat ouvrier pauvre autour des grandes villes pour pouvoir alimenter les usines, ça marche comme ça. Et quand vous avez ça, vous avez monsieur qui travaille, vous avez madame qui travaille, vous avez les enfants qui sont livrés à eux-mêmes et qui vont dans la pègre, et vous avez, au lieu d'avoir les petites boutiques que vous avez dans les villages, vous avez les grands supermarchés où monsieur et madame vont acheter les produits le dimanche parce que c'est le seul moment qu'il leur reste. Donc, les développements des supermarchés, c'est pas du tout la modernité triomphante, c'est simplement parce que dans les systèmes d'exode rural et d'appauvrissement des banlieues, eh ben le système de l'hypermarché, c'est le système qui est le plus pratique. Je tiens quand même à vous apporter la contradiction en tant que fils d'agriculteur et issu d'une famille d'agriculteurs depuis toujours. Ouais. Si les gens quittent les campagnes, c'est parce qu'ils avaient quand même, pour aller vers la ville avec ses inconvénients, c'est qu'ils avaient une vie quand même horriblement pénible, des conditions de travail épouvantables, et qu'à un moment donné, la ville s'est avérée, le travail dans l'usine s'est avéré à un moment donné, avec des horaires où la journée se termine, s'est avéré plus confortable que de travailler à la campagne, d'être corvéable avec notamment l'élevage, nuit et jour. Mais alors, pourquoi est-ce que la campagne... J'ai vu ça en Inde, par exemple. C'est un phénomène universel. À un moment donné, on quitte les campagnes. En France, on a fait ça, on s'est installé en ville. Et les gens, bon gré mal gré, alors ça a des inconvénients, mais les gens, ils trouvent quand même leur compte. Alors, je vais vous répondre avec un contre-exemple, c'est le cas de la Tunisie. Il se trouve que je connais très bien la Tunisie, d'abord parce que mon épouse est tunisienne, et ensuite parce que j'ai fait du commerce avec la Tunisie, et j'ai vendu du lait à l'époque. Je n'ai fait que de vente de produits agricoles et agroalimentaires pendant toute ma carrière. C'est un sujet que je connais pas mal. Et ben quand je vendais du lait à la Tunisie dans les années entre 88 et 92, ils importaient pour 90% de leurs besoins. 10 ans plus tard, ils étaient autosuffisants. Et vous avez eu peu d'exode rural en Tunisie. Mais le président Ben Ali a fait une politique volontariste pour enrichir les agriculteurs, c'est-à-dire leur amener des financements, leur permettre d'améliorer les rendements, etc., etc. Ça a été une politique pro-agricole en Tunisie, ce qui n'a pas été le cas dans beaucoup d'autres pays, ni la Turquie, ni d'autres pays, etc. Je connais très bien l'Afrique. On vous dit qu'aujourd'hui c'est formidable parce qu'il y a aujourd'hui 50% de population urbanisée. Mais quand on vous dit qu'il y a 50% de population urbanisée au Nigeria, c'est un scandale. Il y a 5% de population urbanisée, il y a 45% de population périurbanisée qui vivent dans des bidonvilles. Donc quand vous dites oui, c'est bien parce que ça va pour les usines, etc., le mouvement, pour quelques personnes qui vont travailler dans les usines, vous allez avoir des millions de personnes qui vont crever la dalle au bord de la ville. C'est ça la vérité. Donc c'est une civilisation agricole encore en grande partie, et donc on a favorisé l'exode rural parce qu'en fait on s'en fout de l'agriculture, et puis parce qu'on veut, aider essentiellement les gens qui veulent financer des industries parce qu'ils ont besoin de gens. Mais c'est pas ce que vous dites n'est pas, en tout cas, c'est peut-être vrai en France, je ne sais pas, mais en tout cas dans la plupart des pays du monde, je peux vous dire que c'est pas forcément un bien pour beaucoup de ces peuples d'aller en ville. Quand ils vont en ville, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer. En France, ils sont passés de l'agriculture à l'usine. Le gain, il n'était pas terrible. Hein. Ils gagnaient un peu plus d'argent. Alors, monsieur dit que c'était un gain. En tout cas, je peux vous dire qu'au Nigeria, c'est pas un gain. On est passé par là. Il y avait encore à Nanterre, c'est vrai, des bidonvilles, mais peut-être que c'est une étape du développement. Attendez, on va finir. Vous n'aviez pas fini? Non, mais moi... J'aurais aimé simplement poser du coup une question en contre-argumentaire. Est-ce que vous pensez que l'exode rural venait du fait de la pénibilité dans les champs,
ou est-ce qu'il venait du fait de l'augmentation du niveau de vie dans les villes et dans les centres industriels en Ukraine, vous dites? En France. En France. Les deux, j'ai vu ça en Inde autour de Calcutta il y a 20 ans. Et plein il parle du développement. Il parle des gens qui crèvent la dalle dans les familles nombreuses qui crèvent la dalle à la campagne. Bon, on peut garder que l'aîné à la ferme, et puis le deuxième, le troisième, le quatrième s'en vont. Bon gré mal gré, ces gens-là arrivent à vivre, alors, ou à survivre peut-être, mais la génération d'après, ils arrivent à donner un minimum d'éducation à leurs enfants, et c'est comme ça que se passe le développement. Alors, je vais vous prendre encore un autre exemple, et puis après on va revenir à l'Ukraine, parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent parler de l'Ukraine. J'ai fait un voyage il y a quelques années en Birmanie. On me disait la Birmanie, c'est effroyable, etc. Donc, j'avais trouvé un système, comme là-bas, les gens ne parlent pas l'anglais, il n'y a pas beaucoup de transport, avec un chauffeur qui parlait l'anglais, et j'ai fait toute la Birmanie en voiture avec mon épouse, et en particulier en passant dans les campagnes et dans les petits villages. Donc, je me suis arrêté dans des villages, je me suis arrêté dans des fermes, où j'ai trouvé, je me souviens d'une ferme où il y avait une petite vieille. Et je lui dis, alors comment ça va? Elle me dit, ah, ça va. Je lui dis, où il est votre fils? Elle me dit, mais tous mes fils sont dans les champs avec mes petits-fils. Je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. On n'a pas favorisé l'exode rural ici. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous produisez? Elle dit, ah, je produis un peu de café, un peu de ci, un peu de ça, etc. Ils sont encore dans le système de la polyculture. Et du coup, ils ne sont pas soumis aux cours internationaux où ils font par exemple que du blé ou que de l'orge ou que ci ou que de la pomme de terre qui se casse la gueule. Donc on est dans un système traditionnel. Et bien, dans les systèmes traditionnels, vous avez les 3 générations qui sont à la ferme. Donc ils vivent. Donc c'est une question de système. Et puis maintenant en France, le boubou il retourne à la campagne. Donc voilà, c'est ça. Oui, mais bon, restons sur l'Ukraine parce que sinon je veux bien faire une autre conférence sur l'exode rural. Sur l'Ukraine. Une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de la réalité des laboratoires d'armes biologiques qui auraient été détruits par la Russie et de leur dangerosité éventuelle? Mais ils n'ont pas été détruits du tout, puisque les 30 laboratoires qui ont été trouvés, ils sont opérés par des Ukrainiens et par des fonds et des techniciens américains. Ça a été reconnu par Victoria Nuland, parce que la Russie a fait une communication à l'ONU à ce sujet, et Victoria Nuland a dit oui, c'est vrai, mais le but, c'était pas d'en faire des armes, mais au contraire d'apprendre, d'utiliser de s'en servir pour se défendre contre l'armement biologique. Mais alors, pourquoi tu vas mettre 30 laboratoires en Ukraine, à la frontière ou à côté de la Russie, si c'est pas pour essayer d'aller embêter les Russes? Donc oui, ça c'est... Oui. On les détruit pas, on fait rien. Ils sont pas détruits? On les détruit. Non, ils ne sont pas détruits du tout. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On les laisse? Pour l'instant, ils sont sous le contrôle des Russes, qui ont dû apprendre pas mal de choses quand ils ont été... On voit que dans le monde d'Orwell, pardon, la Bible, le monde d'Orwell, mais il y a 3 blocs qui s'affrontent en permanence. Et ça permet d'avoir un grand méchant et d'allier en fait les nations les unes contre les autres et de pouvoir mettre Big Brother sur comment il s'appelle. Et est-ce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, les grands groupes, enfin les grands pôles n'ont pas intérêt à ce que ce conflit perdure pour justement avoir un grand ennemi tout trouvé. La Chine c'est l'Occident, la Russie pour l'instant c'est l'Occident, et l'Occident pour l'instant c'est la Russie, avec des alliances etc. qui se font pour un peu garder, on va dire, la population sous contrôle et voilà, d'avoir des mondes très marqués multipolaires. Est-ce que c'est pas un peu, est-ce que c'est pour un peu changer, pour un peu voir une vision un peu plus globale? Alors je ne sais pas exactement. Moi ce que je dis c'est que les grands blocs, d'abord il n'y a pas tellement de grands blocs, il y a surtout des grands pays. Eux ils gèrent les choses par rapport à leurs intérêts essentiellement. Aujourd'hui je vous dis, l'intérêt des Russes, c'est de se rapprocher des Chinois. Si demain, l'intérêt des Russes, c'est de revenir vers l'Europe, ben, ils le feront. Donc, je ne pense pas qu'il y a de principe du fait qu'il y ait des blocs au centre, à l'est, à l'ouest.
Parce qu'on voit bien qu'en Chine, par exemple, il y a une société de contrôle qui se met en place avec la communauté sociale. Nous, on a vu avec le pass sanitaire, etc., c'était possible de faire ça dans nos pays. En Russie, je pense que c'est un peu pareil. Il y a un peu de ça. Il y a une question qui m'a été posée d'ailleurs par un internaute là-dessus, en disant, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en Russie, c'est le même système? Moi, je ne pense pas, parce que d'abord, comme je vous l'ai dit, je pense que on n'aura pas une société matérialiste, parce que derrière le contrôle, il y a un système totalitaire matérialiste, comme c'est le cas en Chine. Je ne pense pas qu'il y aura ça en Russie, pour la raison du césaropapisme que je vous ai dit tout à l'heure. Il restera de toute façon fondamentalement une société familiale et rurale, parce que qui ne pourra pas être totalement mise sous le boisseau électronique, je dirais, alors qu'en Chine, c'est véritablement un système qui est issu du maoïsme. Donc je ne pense pas que c'est tout à fait de même nature qu'il y ait une tentation de comment ça s'appelle, de repérage facial en Russie. Je n'y suis pas allé, mais ça me semble possible. Mais je ne pense pas que ce soit possible de mettre ça en place dans la totalité. Jamais ils mettront ça en place de façon systématique dans tout le pays, je ne pense pas. On tend à le faire. Ouais. On a le service des Gossoslug, en gros c'est un espèce de portail gouvernemental qui rassemble tous les services étatiques. Et donc on a effectivement cette tendance, notamment dans les grands centres urbains. Oui, dans les centres urbains, oui, je crois. Oui. Tous les métros sont équipés évidemment de reconnaissance faciale. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu le communisme, donc bah oui, aussi. C'est une autre démarche. Oui, je pense aussi. Je vous entends pas. Je pense que c'est une monde crapule, mais c'est un type très malin. Bon, il navigue sur un fil, je dirais que c'est un funambule sur un fil avec les tigres d'un côté et les lions de l'autre, et que pour l'instant il est comme ça, il n'est pas tombé, et qu'il peut se faire tuer demain. Je pense que ceux qui auraient le moins d'intérêt à le tuer, c'est les Russes, parce que c'est quelque part le meilleur ami des Russes. Parce que je pense que les Russes doivent de toute façon aller jusqu'à Kramatorsk, parce que Kramatorsk c'est le lieu de contrôle de la région du Donbass, donc tant qu'ils n'auront pas mis la main sur Kramatorsk, ils contrôleront pas le Donbass. Et l'autre, je pense qu'ils ne peuvent pas éviter d'aller prendre Odessa, à mon avis, parce que s'ils n'ont pas Odessa, demain ils font un accord, et puis après-demain il n'y a pas d'accord, et il y a une base américaine à Odessa en face de Sébastopol. Donc, à mon avis, ils iront à Odessa. Et que donc ils ont besoin de temps, parce que là ils continuent à manger tout ce qu'ils peuvent. Vous avez vu ce qui se passe, on vous parle de contre-offensive à Bakhmout, mais en fait la contre-offensive elle n'est pas à Bakhmout. Ils ont avancé à 10 km en dessous de Bakhmout, ils ont avancé de 500 mètres ou d'1 kilomètre, et au nord de Bakhmout, à 10 km, ils ont aussi avancé de quelques centaines de mètres, mais en attendant, ce sont c'est Wagner qui est en train de terminer, de prendre le reste de Bakhmout qui s'appelle la citadelle. Ils ont coupé la citadelle en deux aujourd'hui, et on pense qu'ils vont terminer. Donc on vous dit, oui, ils sont en train de reprendre à Bakhmout, ils ne reprennent pas. Ils reprennent au nord et au sud, mais ce n'est pas Bakhmout. Ils vous disent c'est Bakhmout, c'est pas vrai. Donc je pense que les Russes ont derrière, ils espèrent continuer à détruire la dernière offensive. Je pense que la dernière offensive, Zelensky ne veut pas y aller, parce qu'ils se rendent compte que c'est la dernière chance et qu'ils vont perdre. Derrière, il y a des centaines et des centaines et des centaines de chars russes qui attendent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas les donner à Wagner, parce qu'ils veulent garder ça pour pouvoir aller détruire la dernière contre-offensive. Donc, voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, Zelensky, tant qu'il évate en guerre, il rend service aux Russes parce qu'il leur permet de continuer il leur laisse du temps. Mais par contre, demain, je pense que les Américains peuvent décider de se débarrasser de lui, et les autres qui peuvent décider de se débarrasser de lui, c'est les oligarques. Parce qu'on ne parle jamais des oligarques, mais les vrais patrons du pays, c'est les oligarques.
Si demain il y a Kolomoïski décide que c'est plus, qu'il est plus utile, il va se retrouver. Apparemment, Zelensky a pris contact avec les Chinois, non et les Américains ont moyennement apprécié. Alors, oui, mais bon, on ne peut pas empêcher Zelensky aussi de parler avec les Chinois, non? Mais bon, pour moi, c'est un. Est-ce qu'il est en Ukraine? Apparemment, il est en train de se balader de pays à pays, sans qu'on sache très bien où il est. En fait, il veut demander des armes à tout le monde, il profite de tout le monde. Il essaye, oui, parce que comme je vous ai expliqué, le résultat d'un mois de guerre, en termes de vol, en termes de détournement, en termes d'argent, en termes de subventions américaines aux partis, etc., sont tellement gigantesques que si ça dure un mois de plus, 2 mois de plus, 3 mois de plus, c'est des gens qui font fortune, donc il faut que ça dure. Enfin, moi, je dis ça comme ça. Avec les politiques actuelles françaises, y a-t-il, pensez-vous, qu'il y a une sortie française digne? Aujourd'hui, moi, j'en vois pas. Parce qu'il faudrait quelqu'un qui dise non possumus. Mais moi, je voulais dire, j'ai conseillé Zemmour, d'accord? Dans son discours du Trocadéro, avec un ami qui s'appelle Paul-Marie Couteau, on lui avait fait 4 pages sur la politique internationale, en disant « halte au feu ». Voilà, dites qu'il n'y a pas de solution politique à ce conflit. Les 4 pages, elles ont été déchirées dans le discours, il n'y a pas eu un mot sur la politique internationale. Donc, je veux dire, quand vous n'avez pas un seul dirigeant, à part Asselineau, qui dit il faut cesser ce massacre, un peu Dupont-Aignan, un peu Mélenchon, oui, Mélenchon, et un peu comment il s'appelle, Jean-Frédéric Poisson, bien timidement, ça va pas s'arrêter. Pourtant, c'est effroyable. Un des éléments les pires de cette guerre, c'est le nombre de morts. C'est effroyable. Du côté ukrainien, ils n'ont pas de logistique, ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont que des garrots. Quand vous mettez un garrot, d'après ce qu'on me dit, si vous mettez le garrot plus de 2 heures, il faut couper la jambe. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de types à qui on a coupé les jambes. Voilà, vous entendez un seul reportage là-dessus? On vous envoie des reportages disant oui, regardez les soldats comme ils se battent, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans les hôpitaux pour montrer, etc. Pourquoi on ne montre pas ça? Parce qu'il ne faut pas avoir l'air de montrer qu'on affaiblit le camp des... Donc on préférera qu'ils meurent tous, mais on n'en parlera pas parce qu'on ne veut pas montrer qu'ils sont affaiblis. C'est effroyable. Anne-Laure Bonnel l'a fait. Comment? Anne-Laure Bonnel l'a fait, mais oui, Anne-Laure Bonnel, je connais bien, oui, mais on la laisse pas parler. Les Suisses, au début du conflit, il y a eu un discours pour la population suisse en disant on ne va pas retirer les deux chaînes russes, on fait confiance à notre population et qui sauront avoir le recul nécessaire. Je trouvais que c'était magnifique. Entre autres, le samedi matin, il a dit plein de fois, en disant nous, on est bêtes en France, on n'a pas le droit de garder les télévisions russes. On a simplement la voix du. Mais c'est même pas Macron qui a décidé, c'est Van der Leyen qui a décidé, mais elle n'a pas le droit. Donc ça veut dire qu'on fait des choses qu'on n'a absolument pas le droit de faire. Mais si vous n'avez pas encore de projet pour le plan de l'Ascension, vous pouvez aller à la frontière polonaise, en Pologne, et vous verrez effectivement des hôpitaux remplis de soldats polonais, exactement dans l'état dans lequel vous décrivez. Voilà, c'est ça. Il y a des centaines de milliers. C'est pour ça aussi que les Russes sont assez sûrs de leur coup, parce qu'au fur et à mesure, c'est effroyable de dire ça, mais au fur et à mesure qu'ils vont tuer. Vous avez aujourd'hui 3 types de combattants. On vous dit, regardez, les courageux Ukrainiens. Il n'y a pas de courageux Ukrainiens. Vous avez la chair à canon. Aujourd'hui, on va chercher les types dans les universités pour les ramasser. On force les portes des maisons. On court après les types et on les attrape dans la rue pour les mettre dans les camions, pour les envoyer. Il y a les bataillons Azov et autres comme ça, qui sont des types surentraînés, etc., très bien payés, qui travaillent pour les oligarques, mais eux, si jamais ils font mine de quitter, ils se font descendre. Et puis vous avez les supplétifs étrangers qui coûtent $2000 par jour et par personne. Donc, vous faites avec ces 3-là. Mais si demain vous n'aviez plus que des étrangers qui se battent,
chez les Polonais, quand il y a quelques centaines ou quelques milliers de Polonais qui rentrent en Pologne tous les mois, abîmés ou morts, ça va. Mais le jour où vous en avez des dizaines de milliers, la Pologne va se révolter. C'est déjà Donc, le cas. ben oui, des cercueils qui rentrent. on n'en parle pas. Mais là, au fur et à mesure que la guerre va durer, le nombre de supplétifs va devoir augmenter. Ça va coûter un fric absolu. Et puis en plus, on ne pourra plus le cacher. Et est-ce qu'on peut accorder du crédit à ce qui a été annoncé comme étant la décapitation du bunker où était l'état-major oui, je pense, opérationnel? Oui. Je crois que oui, parce que les médias un peu spécialistes en ont parlé, donc ça n'a pas l'air d'une fausse nouvelle, mais évidemment, je dirais le fait qu'on cache autant ce qui se fait, tend à penser que justement c'est pas une fausse nouvelle. Parce que si c'était une fausse nouvelle, on n'arrêterait pas d'en parler. Ça, c'était le bunker qui était où C'est les Sarmates, je crois, russes, qui ont mais vous remarquerez d'ailleurs, logés à 150 mètres sous terre. Si vous remarquerez actuellement qu'on parle beaucoup de la contre-offensive, mais si vous regardez un peu les sites spécialisés, vous apercevez que les Russes sont en train de détruire systématiquement tous les dépôts d'armes qui sont à l'intérieur du pays, parce que pour organiser une contre-offensive, il faut amener les armes et les concentrer avant de les redéployer sur le front. Bon, et il me semble avoir compris qu'il y avait un endroit où ils ont tapé là il n'y a pas longtemps, sur la partie est, pas très très loin de la Pologne, où ils avaient envoyé des missiles ou des bombes qui avaient toutes été arrêtés. Ça s'appelle la Moldavie. Mais en fait, ils les ont blousés parce qu'ils leur ont envoyé des trucs et les gars se sont dit, bon, on est protégé par le système anti-aérien, mais en fait, ils ne leur avaient pas envoyé les missiles hypersoniques. Voilà. Et ils ont fait ça, et ils ont provoqué l'explosion la plus gigantesque qu'il y ait jamais eu depuis le début de la guerre. Ça, c'était il y a quelques jours. Oui. Et avant, la semaine dernière, ils ont détruit à côté de Dniepro et dans d'autres endroits. En fait, ils sont en train de casser. Donc, tout ce qui était amené par l'Occident, en ce moment, c'est en train d'être annihilé. Donc, et à un moment donné, les Américains, enfin, la branche des Américains va prendre le dessus et va dire stop. Hein. Donc, toutes les armes pas vendues, elles sont détruites. Voilà. Enfin, pas toutes, parce qu'il y a une partie qui arrive. Toutes les vieilles armes qui coûtent très cher à détruire, il y a beaucoup plus simple pour les détruire, c'est les donner aux Ukrainiens, et les Russes les détruisent gratuitement. C'est ça.